Cher Christian, Madame l'ambassadeur, Madame le gouverneur, chère Martine, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de dire, chers amis, c'est non sans une certaine émotion ce jour que je prends la parole devant vous pour la toute première fois, en ma qualité de président de la section monégasque de l'Ordre Lafayette. Je mesure l'immense honneur que m'a concédé Raymond Ashberg, notre président international, en me confiant cette belle responsabilité dont, je vous l'assure, je m'efforcerai d'être digne. Il n'a pu être des nôtres, eu égard à des problèmes de santé, mais nous avons pour lui, tout comme pour son épouse, une pensée émue ce soir. Lorsque j'ai découvert cette association, dont la vocation plénière est de défendre les valeurs d'amitié franco-américaine, à la jeunesse si lointaine, j'ai été immédiatement conquis par le précepte qu'elle a fait sien, celui de la célèbre maxime du marquis de Lafayette, « Vivre pour servir ». Outre le fait que mon beau-père soit de nationalité américaine, ce qui revêt donc une saveur particulière, mes amis et confrères le savent, j'ai toujours été très engagé associativement et humanitairement. Aussi, vivre pour servir est un paradigme que j'affectionne particulièrement et dont l'intonation rendue célèbre par celui que l'on nomme le héros du monde ne pouvait que me pousser à adhérer à la cause de notre belle organisation. Dans un environnement tel que celui que nous connaissons actuellement, où les clivages se font de plus en plus importants au sein de notre civilisation française, souvent individualiste, parfois égotique, nous éloignons de manière latente, mais de sorte inexorable. Il est d'utilité publique que d'honorer les associations telles que l'Ordre Lafayette, qui placent l'amitié entre les peuples au centre névralgique des relations. Et celle qui nous lie au peuple américain est indéfectible et ancestrale. Cela fait aujourd'hui exactement 240 ans que Gilbert Motier, futur marquis de Lafayette, embarque à 19 ans, le 17 avril 1777, sur la Victoire, une frégate affrétée à ses frais, malgré l'opposition de sa famille, grâce à une avance sur fortune, après une rencontre en secret avec Benjamin Franklin, venu plaider à Versailles la cause des insurgents américains. Lafayette reçoit alors le grade de major général et devient le proche collaborateur et l'ami du commandant en chef George Washington, qu'il considère comme un père. De mémoire de ses compagnons de lutte, tout comme les autres nobles européens, il va témoigner au combat d'une bravoure et d'un professionnalisme bien supérieur à ceux des volontaires américains. Au printemps 1779, il revient en France, où il plaide la cause de l'insurrection. Accédant à sa demande, le roi Louis XVI envoie un corps de 6 000 hommes outre-Atlantique, sous le commandement du général de Rochambeau, avec le concours de la flotte du chef d'escadre François de Grasse. Lafayette devance le corps expéditionnaire, et le 21 mars 1780, il embarque à Rochefort-sur-Mer sur la frégate l'Hermione, que lui a donné le roi. À la tête des troupes de Virginie, il harcèle l'armée anglaise de Lord Cornwallis et fait sa jonction avec les troupes de Washington et Rochambeau. Les troupes anglaises sont bientôt coincées dans la baie de Chesapeake, dans l'impossibilité de recevoir des secours par mer du fait du blocus effectué par la flotte de Grasse. Et c'est ainsi que les alliés franco-américains remportent la victoire décisive de Yorktown le 17 octobre 1781. Victoire scellant une amitié qui n'aura de cesse de perdurer des siècles durant. Le dévouement marquis de la cause de l'autre, c'est donc cela qui animait le cœur de Lafayette. Et c'est en cela que notre organisation s'en est inspirée. D'ailleurs, le noble et fortuné marquis se mettra lui aussi au service des idées les plus généreuses de son temps, en créant notamment, le 17 février 1788, avec Brissot et l'abbé Grégoire, la Société des Amis des Noirs pour l'abolition de la traite et de l'esclavage, une des premières associations françaises. Car avant toute chose, c'est l'abnégation qui a guidé Lafayette à mener la vie de combat, sous toute forme, que fut la sienne. C'est la défense des justes causes, des intérêts louables, qui a animé son parcours de vie et qui a fait de lui le profondeur de l'injustice. C'est en cela que nos récipiendaires méritants, présents ce soir, sont parfaitement fondés à recevoir la dignité que nous allons leur remettre dans un moment. Cette décoration qui emporte pour symbole les valeurs épousées par Gilbert du Motier de Lafayette, ils la méritent car ils ont fait à leur manière, selon leurs fonctions et dans leur quotidien, cette maxime du vivre pour servir. Pasteurs, journalistes, diplomates, policiers, assureurs, engagés associatifs, ils font du don de soi une valeur prépondérante, une manière de vivre, un engagement total. Car c'est aussi cela, l'Ordre Lafayette. C'est se tourner vers l'autre, lui tendre la main, l'épauler dans des situations difficiles,
l'amitié entre nos peuples franco-américains devient aussi l'amitié entre le peuple, celui de notre nation. Parce que l'humanisme doit être sauf dans une société qui a souvent tendance à s'essouffler. Parce que nous ne pouvons accepter l'exclusion des moins chanceux au profit d'une tranquillité d'esprit d'apparat. Je voudrais d'ailleurs, à ces déférents de ce soir, un hommage appuyé à un homme d'exception qui a dévoué sa vie à aider son prochain. Il s'agit du pasteur Gaston Claudel, d'une qualité humaine comme peu d'hommes peuvent se rendre compte. Au parcours personnel impressionnant et au parcours professionnel qu'il est tout autant, cet homme de conviction et de caractère a fait de la lutte contre la toxicomanie le combat de sa vie. Il a aidé, pansé les plaies de l'âme, accompagné et sauvé tant de jeunes et de moins jeunes qui avaient sombré dans la déshérence. Il a donné de lui-même, sans compter. Habitué des conférences, écrivant de nombreux ouvrages, son action est reconnue en haut lieu, saluée par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco en personne, qui en parle dans des termes fort élogieux, je cite, « Le pasteur Claudel est une personnalité sympathique très connue dans un monde tristement célèbre, celui de la drogue. » Ma mère, la princesse Grace, qui se préoccupait beaucoup des problèmes de drogue, en particulier chez les jeunes, avait rencontré à plusieurs reprises le pasteur Claudel et encouragé son action. Je suis moi-même plein d'admiration pour son travail et son dévouement pour tenter d'enrayer ce fléau. Fin de citation. Non content d'agir sur le territoire national, il a exporté ses connaissances outre-Atlantique et a travaillé, tel qu'il me le disait l'autre jour, avec la DEA aux États-Unis, de sorte à échanger sur les techniques appliquées à la lutte contre ce fléau qu'est le trafic de drogue. Cet engagement, il l'a également transmis à sa fille Astrid, présente ce soir, qui a conjugué activité associative auprès de Jeunesse Assistance et direction de l'environnement auprès du gouvernement princier monégasque. Un grand homme qui mérite donc vos applaudissements. Nous comptons également deux autres récipiendaires, parmi tous nos méritants d'un vétéran, pour qui je nourris une affection toute particulière. Le premier, journaliste international d'investigation, fin connaisseur de la diplomatie américaine, membre de Dealworld, société d'Internet aux États-Unis, membre de l'ICANN, autorité de régulation d'Internet en Californie, et directeur de l'Internet Council LLC, qui nous fera part de son regard éclairé sur la géopolitique actuelle en exposant notamment les similitudes et les différences entre les États-Unis et la France dans la gestion de la vie publique, a gravité et gravite encore dans les sphères éminentes de l'information journalistique franco-américaine. Connaissant sa perspicacité pour m'entretenir longuement au téléphone avec lui de manière très régulière, j'ai hâte d'entendre son avis éclairé sur la situation actuelle. Le second est Ludovic Bojar, un homme d'exception, au parcours personnel remarquable, et qui vient d'être fraîchement nommé ambassadeur plénipotentiaire de la principauté de Septimanie, qui a largement contribué, tout comme Gérard Diaconesco d'ailleurs, à faire connaître et à valoriser notre ordre ici. Grâce au concours de ces deux hommes en cœur, nous avons pu mener à bien l'organisation de cette belle soirée. Un très grand merci à eux également. Que nos autres récipiendaires extraordinaires d'engagement ne se sentent pas délaissés, qu'il s'agisse de Philippe Aokwam-Singh, de Mme Jeanne Cloarec, de M. Pascal Ferret et Cédric Tisson, policier engagé dans la défense de nos territoires et excusé ce soir. Raymond Cloarec, président du mémorial d'Ijar, dont nous avons une pensée émue pour son défunt fils et celui de son épouse Jeanne. Michel Rodnas, cher Michel, fonctionnaire de police bien connu. Monsieur Michel Cotta, homme politique qui sert lui aussi les autres par son concours à la collectivité. À vous, chers tous, un grand bravo. Ensemble, nous allons faire rayonner notre ordre et contribuer à bâtir un présent meilleur. Soyons les maçons d'un futur fraternel. Nous allons cultiver ces valeurs d'amitié franco-américaine, de fraternité, d'entraide. J'avais promis de faire court, au moins pour cette fois, et j'en suis désolé, cher Christian, c'est encore chose ratée, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Aussi, je vous le dis du plus profond du cœur, en un mot commençant, merci à vous, monsieur le vice-président, cher Christian, madame le gouverneur, madame l'ambassadeur, cher Martine, à vous, membres méritants, et surtout nos invités, qui nous ont honorés par leur présence, et ensemble, vivons pour servir.
me sens bien modeste après tous ces éloges, après un brillant discours de l'ami Romain, je ne sais plus quoi dire. Bon, malgré tout, je voudrais commencer par un préambule que l'ami Romain a donné tout à l'heure. D'abord, excusez-moi de ne pas vous avoir salué, mesdames, messieurs les officiers et les futurs impétrants. C'est Raymond Ashberg. Raymond Ashberg est le fondateur et le créateur et président international de l'Ordre Lafayette. Il a créé il y a maintenant 19 ans. Donc l'Ordre Lafayette Raymond rayonne dans beaucoup de pays et il rayonnera à partir de demain, de ce soir, dans la principauté de Monaco. Voilà. Donc Raymond Ashberg n'a pas pu venir, il a 88 ans, il commence à être un peu fatigué, on a fait quand même pas mal d'activités tous ces temps-ci, et il nous a chargé, Madame Dikelou et moi-même, de venir participer à cette soirée et confier à notre ami Romain la destinée de l'antenne Lafayette sur le rocher de Monaco. Voilà. Après, avec votre permission, je veux parler de l'Ordre Lafayette au travers de mon expérience personnelle, jusqu'à mon rôle actuel de vice-président. Je suis ingénieur des arts et métiers, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est une école qui a été fondée en France à la demande du premier consul par le duc de la Rochefoucauld-Liancourt. Donc certains connaissent peut-être. C'était en 1806 et c'était dans la perspective, c'était partait d'une école militaire pour former les contremaîtres, principalement des enfants d'officiers, de militaires et autres. Donc cette école a progressé et dès le départ elle a eu un esprit que l'on retrouve chez Lafayette, c'est ce qui m'a menacé, un esprit d'égalité et de fraternité qui, depuis les générations, puisque ça fait plus de 200 ans, se transmet par des traditions. Des fois, on entend dire à la télévision ou à la radio qu'il y a, vous savez, ils appellent ça des bisutages, des personnes qui sont jalouses. Mais c'est des traditions qui se perpétuent depuis plus de 200 ans et qui sont toujours les mêmes. Les jeunes élèves rentrent à l'école, tout le monde a simplement une blouse grise, pas de différence, tout le monde, pendant un mois et demi ou 2 mois, en forme une promotion avec ses futurs ingénieurs. Et ça se ressent après dans le milieu industriel, cette mentalité de camaraderie, de fraternité, ce qui fait que notre association, qui compte quand même 33 650 adhérents qui payent leur cotisation sur la France, c'est déjà quand même, et dans le monde entier bien sûr, c'est quand même pas mal. Donc, de ce fait, j'ai toujours été impliqué dans la vie associative et dans tous les domaines, la santé, la culture. Et comme on est comme Romain, quand on a toujours un petit peu met le doigt dans le truc, et ça y est, on se retrouve au premier rang, parce qu'il faut toujours des volontaires et des bénévoles. Mais enfin, on se retrouve président, donc toute la vie, pour des gens qui sont motivés, comme vous, de ce que j'ai compris parmi tous les futurs et même les autres futurs membres de l'Ordre Lafayette. Aussi, lorsque notre gouverneur et ambassadrice, Mme Martine Dikelou, m'a procuré l'opportunité d'aller à Bordeaux, à l'arrivée de l'Hermione qui revenait des États-Unis, j'ai rencontré le président Ashberg, c'était il y a 4-5 ans, ainsi que 50 membres à peu près de la délégation Lafayette qui étaient présents. Il m'a fallu peu de temps pour me sentir attiré par cet esprit que je retrouvais au sein de Lafayette et cette fameuse devise de vivre pour servir. Donc, de retour à Lyon, motivé par la dynamique de Martine, nous sommes lancés dans la reconstruction de la délégation de Lyon. Après que notre président, Raymond Ashberg, ait passé la présidence de France à M. Gilbert Jourdache, il nous a demandé de nous consacrer à l'international. Donc la semaine dernière, il y a un mois, nous étions à Genève pour assister à la remise de la Légion d'honneur pour l'homme qui lance la délégation suisse à Genève,
l'ami Robert Blum, qui est président du comité diplomatique de Genève, et la Légion d'honneur lui a donc été remise par le président Giscard d'Estaing, en personne. Giscard d'Estaing, au passage, je vous signale, à 92 ans, il est vert, il nous a fait un discours d'une demi-heure, parfait, impeccable, et même avec de l'humour. Voilà, je ne vais pas vous faire l'historique des relations franco-américaines et de toute la vie de Lafayette. Je crois que l'ami Romain a fait vraiment tout un... Et puis surtout, j'ai eu l'occasion de lire le blog de Paccard, et il y a une flopée sur 15 pages extraordinaire, toute la vie de Lafayette, du marquis et de l'ordre Lafayette est relatée. Bravo. Extraordinaire. Gonzague Saint-Brie, qui a écrit le livre sur Lafayette, n'a pas fait mieux. Aussi, nous allons, sans plus tarder, puisque les discours c'est bien, mais quand même, il faut passer aux choses concrètes et positives. On va voir si M. Romain Gérard d'Infresse est à même de s'investir en l'ordre Lafayette, d'adouber les représentants fort honorables qu'il a choisi de mettre en lumière ce soir, et apte à promouvoir l'esprit Lafayette, vivre pour servir. On passe à l'exercice, mon cher. Allons-y, de toute façon, l'exercice pratique. Il y a, vous m'excuserez, il y a un certain cérémonial. C'est quand même une période importante, une responsabilité que Romain doit prendre. Donc il faut que cela se passe avec cérémonie et que tout le monde puisse y participer. Bon. Excusez. Mon cher ami, Monsieur Romain Gérard d'Infresse, après s'être présenté, il va se présenter. Je crois que le nécessaire a été fait, on ne va pas recommencer. Par contre, je voudrais lui rappeler les valeurs de l'ordre qu'il sera à même de transmettre à tous les futurs adhérents de l'association. Si vous permettez, je vais vous la dire. L'association Ordre Lafayette France a pour mission de promouvoir l'amitié entre les peuples dans l'esprit du général Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette. Chaque membre de l'Ordre Lafayette s'engage à œuvrer pour cette mission, à respecter l'éthique et les règlements généraux de l'association. Tous les membres se trouvent sur un piédestal, un pied d'égalité. Par délégation du président de l'Ordre Lafayette, le délégué, le responsable local, a la capacité de décerner diplômes et décorations et de réunir les membres de l'Ordre quand il le juge nécessaire et utile à sa mission, sous réserve d'en devenir le président, ce qui pourra peut-être se faire. Fait à Strasbourg le 18 novembre 2017. Je vous remets la charte à respecter. Pour chacun des futurs impétrants, nous n'allons pas respecter, vous relire la charte, mais nous vous demanderons si vous en êtes d'accord. Promettez-vous de les respecter? Je le promets. Au nom de l'Ordre Lafayette et de son président international, M. Raymond Lanchberg, j'ai le plaisir de vous élever au grade de commandeur. Et je vous remets... Ah oui, oui. Original.
ne savais pas. Permettez-moi de vous faire part de la décision suivante. Le comité international, présidé par M. Raymond Nashberg, a décidé de vous confier la création et la gestion de l'association de l'Ordre Lafayette de Monaco. En foi de quoi, je vous remets ce diplôme de président de l'Ordre Lafayette de Monaco. Parce que c'était pas gagné. Alors maintenant, mon cher Romain, je te remets ton sabre et ça va être à toi d'officier. Homme de taille, mais oui. Je précise qu'il y a des enquêtes psychologiques psychiatriques réalisées au sein de nos procédés. Alors, mais vous allez m'excuser, je l'ai fait la première fois. Avec ça, on peut chapeauter sur page aussi, président. Oui, oui, oui. Je vais essayer de faire mon mieux, j'ai l'impression. Je ne te garantis pas que ça soit du même académique que le tien, mais faisons-le. Nous allons commencer de manière cérémoniale par les chevaliers. Je pense que c'est le plus simple. J'appelle Monsieur Philippe Aokwan Singh. Nous avons vu tout à l'heure les préceptes de Lafayette, de manière cérémoniale et solennelle. Je vous le demande, engagez-vous à les respecter. J'ai donc le plaisir de vous élever au grade de chevalier. Oui, c'est bien. Bravo. J'appelle Madame Jeanne Poirec. De manière cérémoniale et solennelle, nous avons vu tout à l'heure les préceptes de l'Ordre Lafayette. Vous engagez-vous à les respecter. En foi de quoi, j'ai l'honneur de vous élever au grade de chevalier. Bravo. Monsieur Pascal Fay est donc excusé ce soir, tout comme Philippe Canamella. Nous allons donc passer directement aux officiers. Mon cher Gérard, pour la première, la Je seconde crois que c'était au dernier mois. Oui, pour la première. Cher Gérard,
C'est avec une mention particulière que je vous demande. Nous avons lu de manière solennelle le précepte de notre ordre. Vous engagez-vous à la respecter? Je m'engage à respecter. En conséquence de quoi, j'ai l'honneur de vous élever à la dignité d'officier de l'ordre Lafayette. Merci. Ah, il y avait encore ça? Ah oui, c'est la rosette. Merci. J'appelle maintenant Astrid Claudel. De manière solennelle, nous avons lu le précepte de notre ordre. Vous engagez-vous à la respecter? En conséquence de quoi, j'ai l'honneur de vous élever au rang d'officier de l'ordre Lafayette. Nous allons maintenant passer au commandeur, et pour le premier de cette promotion, j'ai l'honneur d'appeler Raymond Claudel. Bravo. Cher Raymond, c'est avec un immense honneur que je pose la question de manière rhétorique. Nous avons vu tout à l'heure les préceptes de notre ordre, vous engagez-vous à la respecter? Je m'engage. En conséquence de quoi, j'ai l'honneur de vous adjuger à la dignité d'officier, de commandeur, pardonnez-moi, de l'ordre Lafayette. On va essayer de ne pas faire le même plus simple. Félicitations. C'est bon. J'appelle maintenant Michel Rodmas. Cher Michel, nous avons vu tout à l'heure le précepte de notre ordre, vous engagez-vous à la respecter? En conséquence de quoi, j'ai l'immense honneur de vous élever à la dignité de commandeur de l'ordre Lafayette. Monsieur Michel Cotta. Nous vous avons lu les préceptes de notre ordre, vous engagez-vous solennellement à les respecter. En conséquence de quoi, vous engagez-vous à continuer l'honneur de vous élever à la dignité de commandeur de l'ordre Lafayette.
Ludovic Beaujard. Ambassadeur, nous avons lu tout à l'heure les préceptes de notre ordre. Conséquence de quoi vous engagez-vous solennellement à l'avancer. Je m'engage sur mon honneur. Aussi, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, j'ai l'honneur de vous adresser et de vous élever à la dignité de commandeur de l'ordre de la famille. J'appelle le pasteur Claudel. Pasteur, c'est une question un peu sexuelle, j'en suis navré. Nous avons lu tout à l'heure les engagements de notre ordre. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui devant nous l'engagement ferme et irrévocable de le respecter? Par voie de conséquence, j'ai l'immense honneur de vous adorer et de vous élever à la dignité de commandeur de l'ordre de la Lafayette. Je vais maintenant inviter le pasteur à venir nous dire quelques mots sur son parcours et sur sa relation particulière avec la principauté. Mesdames, Messieurs, chers publics, bonsoir. Voilà 54 ans cette année que j'ai pris l'engagement de lutter contre la drogue, d'accueillir les drogués, de les soigner, de les aider à reprendre le chemin de la vie. Or, parler de la drogue, c'est parler d'une guerre perdue d'avance. Car aujourd'hui, la drogue, selon la loi de René Pleven de décembre 1970, n'est pas décriminalisée. Elle n'est pas non plus dépénalisée. Depuis 2017, elle est libérée. Ça veut dire qu'elle est un destin incertain pour bien des nations. Ce qui pourrait se résumer en quelques mots, j'ai perdu 54 ans de ma vie à lutter contre la drogue, puisqu'elle est maintenant libérée, mais tous mes espoirs sont des jeunes que nous avons recueillis et sauvés, remis dans le droit chemin de la vie. Lorsque, en 1900 et quelques, j'en parlais à Jacques Médecin, je réunissais des toxicos à Opéra Plage, à Nice, c'était la période de la très belle transhumance hippie, un mouvement déjà mondialiste avant tous les autres. Ils se réunissaient là, parce que proche du zionisme, et j'en parle à Jacques Médecin, il m'a dit, si tu veux, il y a les locaux de la Charité, rue de Don, avenue Jean Médecin, et il me dit, ils sont à toi. Et là, j'ai ouvert mon premier centre d'accueil avec l'aide de la mairie de Nice, qui mène de Tours d'ailleurs maintenant. Et bien sûr, dans ce centre d'accueil, maintenant, à ce lieu célèbre le centre commercial 10 étoiles, où je me verrais mal faire maintenant un centre d'accueil pour droguer dans ce centre aussi bien commercial. Mais c'est après que tout a continué. Il n'y avait pas encore de loi, il y avait un vide juridique en France, il a fallu s'adapter. Nous, les travailleurs sociaux, nous n'avions aucune loi, ni pour dénoncer, ni pour faire quoi que ce soit, et il y avait 400 laboratoires qui traitaient la morphine base en héroïne entre Nice et Menton. 400 laboratoires. Ce sont les Américains qui sont venus détruire cette French Connection. Et moi j'étais là, au milieu de cette mafia, les Guérini, les Gaëtan Zampa et tout cela. Mais je ne faisais pas le poids avec eux, et m'ont fait payer cher
mon combat contre la drogue quand je retirais des clients, entre guillemets clients. Et là, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'après 54 ans de combat, vivre pour aider les autres, vous pouvez comprendre les malheurs qui frappent les autres. Mais on ne peut pas comprendre l'homme. L'homme est autant souffrant que donneur de souffrance. Je n'ai pas pu comprendre encore tout ça parce que ce n'est pas à mon niveau. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, je suis un pasteur, nul n'est parfait, et on arrive quand même à comprendre ceux qui souffrent et à les aider. Ma présence ici ce soir, je la dois à un juriste. Et quand un juriste vous invite, vous pouvez répondre en présence de votre agenda. J'ai donc libéré toutes mes obligations pour être ici ce soir. Merci, Monsieur le Président. Ma fille Astrid, ici présente, est à mes côtés depuis bien longtemps. J'ai une photo d'elle devant le premier centre d'accueil de la Jean Médecin, là où maintenant, je le répète, célèbre 10 étoiles. Et depuis, elle s'occupe de mes livres. J'ai écrit beaucoup de bouquins qui se vendent très bien. C'est elle qui en fait la correction, la relecture, et après on s'occupe des publications. J'ai ensuite lancé, devant cette jeunesse un peu perdue, turbulente, c'est vrai, les repas de nuit pour venir nourrir ceux qui avaient faim. Et ça continue toujours aujourd'hui. Les Restos du Cœur, créés bien après moi, sont venus se joindre à nous. Au départ, il y avait l'Armée du Salut, mon association Jeunesse Assistante, et nous avons beaucoup travaillé maintenant. Et je voudrais dire quand même que après avoir donné beaucoup de pain aux affamés, donné des vêtements chauds à ceux qui avaient froid, je ne voudrais pas que cette distinction qui m'est donnée ce soir soit faite pour me rendre le pain que j'ai donné. Ce qu'a donné était à sens unique. Quand vous aidez quelqu'un, c'est à sens unique, mais cette distinction quand même contient un message extrêmement puissant. Celui de venir en aide à quiconque ce soit, aussi bas tombé, on peut toujours relever un être humain, il suffit de lui apporter ce dont il a besoin, ce que parfois nous n'avons pas. Mais la force de la vie associative, c'est de donner à celui qui a besoin ce que nous n'avons pas. Il faut trouver le chemin avec lui-même. Et c'est ainsi que nous avons eu bien des victoires, par venir en aide à ceux qui sont détruits par la vie, à ceux qui sont détruits par la drogue, ou simplement par la misère. Parce qu'on parle d'addiction à la drogue. Mais une addiction à laquelle on ne parle jamais, et vous serez d'accord avec moi, c'est l'addiction à la misère. Ils sont dedans depuis tellement longtemps qu'on ne peut plus les en sortir, et ils ne veulent plus en sortir. Il y a donc une addiction méconnue contre laquelle nous essayons de lutter. Il y a 20 ans, 30 ans, je trouvais des appartements faciles. J'avais les pré-journées de la DAS. Tout ça a été supprimé. Alors nous devons trouver par nous-mêmes les moyens dont nous avons besoin. Et c'est là que j'ouvre une parenthèse orgueilleuse, merveilleuse. Celle des soutiens de la principauté de Monaco, du palais princier, et qui dure toujours aujourd'hui. Merci d'avoir souligné tout à l'heure. J'ai eu souvent des contacts avec la princesse, son Altesse Sérénissime, la princesse Laura. Et ça continue toujours avec son Altesse Sérénissime, le prince souverain. Voyez, ne pas me rendre le pain que j'ai donné, ce serait pour moi une offense. Mais bien tenir compte que dans ce groupe qui vient de se créer ce soir, il ne faut jamais désespérer. Nous pourrons, selon la volonté de chacun, tenir l'engagement de venir porter secours à l'autre et ne jamais désespérer vis-à-vis de celui qui souffre. Merci. À ce titre, l'immense honneur de vous appeler, cher Gérard, de sorte à vous remettre la médaille d'or du civisme et du dévouement international. Voilà. Ça faisait tout ça. Ce soir, c'est Girotin, ou Giroté plutôt, hein, c'est bien ça. Et je crois que vous êtes vice-président. Hein. Le vice-président, je crois qu'il faut mettre les titres bien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis très honoré et même un peu ému, je l'avoue, d'avoir reçu de votre part cette haute distinction honorifique d'un ordre franco-américain tel que celui de l'ordre de Fayette. Et je tiens à vous exprimer ici tous mes remerciements.
Je ne rentrerai surtout pas dans toute l'histoire de cette historique, de cette célèbre organisation franco-américaine. Je crois que le président nous a bien expliqué comment ça s'est passé, qui entretient toujours et développe des liens d'amitié fraternelle qui existent entre les ressortissants des États-Unis d'Amérique et ceux de l'Union européenne, et au premier rang duquel, surtout, se situe géographiquement et historiquement la France. Car plus d'un d'entre vous connaît son importance depuis que cette association a été créée. Je ne pensais pas qu'elle était si jeune, vous voyez. Je ne pensais pas qu'elle avait à peine que 19 ans, c'est ça? C'est tout à fait récent. Hein. Donc on est tout neuf, tout ça. Ce soir, en essayant de faire court, je ne vous parlais pas de moi. Plus d'entre vous me connaissent de longue date, en tant que journaliste, bien sûr, en d'investigation géopoliticienne. Les autres peuvent quand même me découvrir sur Internet. Il suffit de cliquer mon nom sur n'importe quel moteur de recherche, Diaconesco, et vous me trouvez dessus. Pour résumer en un mot, entre les années 1995 et 2005 quand même, j'ai bien été un des premiers pionniers de l'Internet en France, avec Fred Forest, etc. Et on a animé la fête de la toile, sur la toile, la fête d'Internet. Et on a fait aussi la promotion de la culture et du haut début de tous les réseaux du net. C'est vrai que depuis, bien d'autres ont suivi sur la toile, qui s'est élargie, qui recouvre, comme vous le savez, maintenant toute la surface, même l'espace, puisque maintenant on trouve même l'Internet dans l'espace. Formidable, la technologie, ce qu'elle a pu évoluer. Mais ici-bas, malgré les bons prodigieux que vient de faire notre humanité en matière technologique et scientifique, je le dis bien, tous les problèmes que traverse en ce moment notre monde ne sont toujours pas résolus en ce début du XXIe siècle. Quels sont ces problèmes et comment les résoudre? Point d'interrogation, ce qui est important. Vous allez me dire, mission impossible, ce qui est vrai, car tous les jours, d'autres personnes plus expertes que moi en stratégie géopoliticienne n'ont toujours pas résolu le problème à plusieurs équations. Je m'excuse, c'était plusieurs feuillets. Il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure. Moi non plus, à ce jour, je ne détiens pas la potion magique qui pourrait nous sauver en sortant de l'ornière où nous sommes tombés tous. Mais de nature fort optimiste, parce que je suis un garçon très optimiste, je vais tenter de vous démontrer que tout n'est surtout pas gâché dans ce monde pour nous sortir de cette mauvaise situation d'un climat délétère, je dis bien un climat délétère international que nous sommes en train de subir entre les uns et les autres. Car notre monde est toujours divisé, pour faire court, en deux blocs. D'un côté, le bloc unipolaire des États-Unis, comme vous savez, avec bien sûr ses voisins sud-américains, qui ne sont pas toujours, qui représentent quand même un vaste marché commercial énorme. Et puis l'Union européenne, avec ses 27 pays, plus ou moins unifiés dans un marché commun qui se recherche toujours, et qu'on n'a toujours pas résolu la solution. La Grande-Bretagne, qui joue un jeu très compliqué avec le Brexit, parce qu'ils veulent absolument sortir de l'Europe, mais toujours attaché à nos valeurs occidentales, ainsi que tous les pays anglo-saxons, comme vous savez, et bien sûr ceux du Commonwealth. Il y a l'Australie, il y a le Canada, la Nouvelle-Zélande, ça c'est un bloc. Et pour l'Asie, n'oublions pas le Japon, la Corée du Sud et Formose, etc., etc. Par contre, d'autre part, un nouveau bloc multipolaire vient de se constituer ces dernières années, comme vous le savez, la Russie et la Chine, qui ont signé des accords commerciaux et militaires entre eux, avec une grande partie de toute l'Asie. Ça fait un poids économique et militaire considérable face à l'Amérique. Quant à l'Afrique tout entière, avec ses différents pays qui la composent, elle reste malheureusement pour le moment la proie désignée de toutes les convoitises commerciales, industrielles des différents blocs qui s'affrontent depuis des siècles, et même on peut dire des années et des siècles. Au Moyen-Orient, l'État d'Israël reste un pays bien isolé, entouré de tous ses voisins arabes qui veulent donc sa perte, mais tout de même bien protégé par son allié, l'oncle Sam. Israël, on ne touche pas, l'oncle Sam qui est derrière. Vient se greffer malheureusement depuis ces dernières années, ces guerres, ces révolutions arabes, dans tous ces pays. Faute de discernement de notre part, nous les Occidentaux, pour avoir vu venir la montée des intégristes qui ont permis la naissance de l'État islamique, comme vous le savez, et pour conséquence, tous ces différentes guerres qu'il y a eu en Irak, en Syrie, en Libye, en Afghanistan, j'en passe, en Somalie, et j'en passe. Donc, on peut effectivement dire que notre monde va mal et que les choses n'ont fait qu'empirer depuis ce début du XXIe siècle. À ce stade, je peux vous dire que la clé du problème à résoudre pour notre humanité, seuls 3 hommes les plus puissants du monde la détiennent. Et vous en doutez qui? Il n'y en a pas 50, il n'y en a que 3 dans le monde. Donald Trump, que les Occidentaux massacrent en ce moment, alors que c'est l'homme fort maintenant des États-Unis, qui essaie de relever les États-Unis, Vladimir Poutine, bien sûr le président de la Fédération russe, qui va d'ailleurs à nouveau se représenter, c'est certain. Xi Jinping, le président de la Chine communiste, le pays devenu capitaliste, non du point de vue économique, ils sont toujours communistes, faut-il pas. En ce qui concerne donc 27 pays qui composent l'Union européenne,
Seule la France, pour l'instant, dans sa moindre mesure avec l'Allemagne, essaye tant bien que mal de faire entendre leur voix. Sur le plan économique et diplomatique, on ne les entend pas. Ils sont parfois complètement inaudibles. On ne les entend plus. On ne l'entend plus, ça n'existe plus. Je parle face à ces trois grandes puissances. De plus, vient se greffer le problème de taille, la confrontation entre les États-Unis et la Corée communiste du Nord, avec un risque de conflit nucléaire entre ces deux pays. Si aucun arrangement diplomatique n'est trouvé, en ce moment pour la communauté internationale, ils sont en train d'essayer de le trouver, mais pour l'instant, ça flotte. Fort heureusement, je vous dis fort heureusement, la Chine et la Russie, avec ce monde multipolaire, comme je dis, sont en train de calmer le jeu, depuis en faisant appliquer de très fortes pressions des sanctions économiques sur la Corée du Nord, qui par conséquent se retrouve bien désolé du reste du monde, hein, il faut dire chose de question, mais qui devra tôt ou tard négocier avec l'Amérique. Tout le reste que vous avez vu, les insultes et ceci entre Donald Trump et le Kim Jong-un, le fou de Corée du Nord, c'est qu'un jeu de poker menteur. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Tous les deux, ils jouent avec le feu. Personnellement, bien qu'un risque si minime soit-il peut encore exister, je suis certain qu'aucun pays au monde en ce moment n'envisage un seul instant de déclencher un holocauste nucléaire. Même le plus fou de tous, les dictateurs, je dis bien tout, ne pourra jamais appuyer sur le bouton. Hein, tôt ou tard, ça se retournerait immédiatement contre lui. Donc, le risque nucléaire, c'est la dissuasion. Donc, personne n'appuiera sur le bouton. Soyez-en certains. Moi, c'est ma conviction. Peut-être je peux me tromper. J'espère surtout pas me tromper. Pour revenir à mon optimisme, oui, malgré les divergences qui les séparent, ces trois grands chefs d'État, l'américain, le russe, bien sûr le chinois, ont tout intérêt à se mettre d'accord pour que cette situation internationale redevienne la normale. Pourquoi? Pour une question économique. En s'asseyant autour de la table, ils viennent partir. Trump, il est allé voir le chinois, il est allé voir le russe, il est allé voir tout le monde. Hein, pour faire des négociations diplomatiques et économiques. Et bien sûr, vous avez vu, prendre des marchés, il les a pris, les marchés. Il est allé signer même avec les Chinois. On dit, ah putain, il a signé avec les Chinois, alors qu'ils ne s'entendaient plus. Donc, je dis bien que pour que chacun puisse préserver ses propres intérêts dans ce jeu toujours de partie, une partie infernale de poker menteur. Mais il reste bien sûr à éradiquer le problème numéro 1, comme vous le savez tous du moment, c'est celui du terrorisme islamique dans le monde. Seule une vraie franche collaboration, ce qui n'est pas le cas pour le moment, et une coalition militaire entre tous les pays qui se disent civilisés contribuera à régler définitivement, bien sûr, ce problème. Mais c'est grave fléau, parce que c'est un fléau, cette histoire d'attaque islamique, que traverse en ce moment notre humanité. Moi je pense qu'à mon humble avis, bientôt faute de combattants, vous avez vu, ils ont tout perdu en Irak, ils ont perdu, ils ont plus de territoire les islamistes. Hein. Donc ils vont essayer de venir chez nous, j'espère qu'on va les laisser où ils sont. Ils seront définitivement battus. Mais ce combat, comme j'ai dit, sera très long et coûteux en humain. Il continue. Hein. Il y a toujours des gens qui tombent tous les jours. Il ne faut pas oublier ça. Pour conclure, je vous dis, hein, je vais conclure rapidement pour pas trop vous assommer avec la géopolitique. Je dis bien, pour conclure rapidement avec ce bref exposé, le dernier grave problème qui nous concerne tous en ce moment sur cette planète, c'est celui de l'écologie. Il faut en parler. C'est le réchauffement climatique. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi je dis qu'on va vers un réchauffement climatique plus ou moins. Bien que l'histoire des taches solaires qui sont en train de disparaître vont permettre de revenir vers une glaciation. Ça, c'est pas encore prouvé. Hein. Mais je dis bien qu'il va falloir remplacer toutes ces énergies fossiles, pas d'un coup de baguette magique comme veut le faire Nicolas Bio. Maintenant il a repoussé, il avait dit 2025, 2030, maintenant il dit 2035 et même au-delà. Je veux bien, mais le pétrole, c'est pas demain qu'on arrêtera le pétrole. Moi, d'après moi, hein, il y en a encore pour longtemps, il y a encore moins les énergies de la houle, etc. Et on oublie l'alimentation à cause d'une surpopulation. Vous imaginez, on est déjà plus de 7 milliards d'humains qu'il faut nourrir. Comment on va pouvoir nourrir 7 milliards d'humains? Il va falloir trouver une solution. Ça veut dire qu'il va falloir baisser les natalités, c'est tout. Sans aucune mesure drastique de la part de toutes les nations qui composent notre monde, comme vous savez, pour traiter un à eux tous ces graves problèmes à l'échelle, je dis bien à l'échelle planétaire. Ça nous dépasse à tout. Nous n'y arriverons pas, soi-disant certains, à aucun résultat concret, j'en suis plus que sûr. Seule une large concertation globale de la part de tous nos dirigeants et nos décideurs qui se mettront enfin peut-être à dire qu'il va falloir qu'on résout tel et tel problème pourra enfin nous sortir de l'impasse dans laquelle notre humanité tout entière vient de tomber.